Bonjour à tous, bienvenue sur lefigaro.fr. Heureux de vous y retrouver malgré la grève. Voici d'ailleurs les images prises ce matin par notre consoeur du Figaro, Pauline Château, à Saint-Lazare, qu'elle a posté aussitôt sur Twitter. Et voici celle tournée un peu plus tard par votre serviteur, toujours à Saint-Lazare. L'ambiance était plutôt calme. Il y avait un certain nombre d'agents, vous le voyez, qui donnaient des renseignements aux usagers, aux voyageurs, et lesquels leur parlaient avec bienveillance, reconnaissant qu'il y avait à cet égard-là une prise en compte. Tant pis en revanche si vous comptiez aller à Cergy en milieu de journée, puisqu'il n'y a pas de train avant 18h ce soir. Ça allait mieux dans l'ouest parisien. Alors, comprenez-vous cette grève des cheminots? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #FigaroLive, #les décrypteurs. Dites-nous d'ailleurs si vous avez réussi à prendre le train ce matin, le métro, le bus, si vous pâtissez également des mouvements dans les autres administrations, car il n'y a pas que les cheminots qui sont en grève aujourd'hui. Avez-vous subi des arrêts de travail de solidarité, entre guillemets, comme on l'appelait à le faire en tous les cas à la RATP? Vous pourrez intervenir tout au long de l'émission. On donnera vos avis, vos impressions et on les partagera avec nos décrypteurs. Voilà, et on salue les internautes qui nous rejoignent. Vous nous donnez donc vos avis et vos commentaires. Bonjour Jean-Dominique Simon-Poli. Bonjour. Vous êtes le plus ancien dans le grade ici parce que vous êtes un habitué du plateau avec Cécile Crouzel à côté de vous. Vous êtes ancien syndicaliste, vous avez été responsable de la fédération CGT Banque et Assurance et vous dirigez maintenant Dialogue, qui est une association qui réunit les DRH et des syndicalistes. Vous avez remis, notamment avec Gilles Gatto, c'est ça, un rapport sur ce dialogue social et vous préconisez la reconnaissance et la valorisation des compétences des représentants du personnel et des mandataires sociaux. Arnaud Prudhomme, bonjour. Aurélien, oui. Pardonnez-moi, Aurélien Prudhomme. Je suis confus, merci de me rectifier. Vous êtes directeur d'études à l'Institut Via Voice, ça c'est juste, et vous avez fait un sondage qui est à retrouver sur lefigaro.fr et dans l'édition papier du Figaro sur justement ce que pensent les Français et les décideurs par rapport aux réformes et en particulier à la réforme de la SNCF, également sur le recours aux ordonnances et sur le statut et le nombre des cheminots. On y reviendra tout au long de cette émission. Valérie Collet, je ne me suis pas trompé par le prénom, on ne pourrait pas, journaliste au service économie du Figaro, où vous suivez la question des transports et on fera un peu le point sur non seulement cette réforme, mais également sur ce mouvement et ses suites. Cécile Crouzel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service France du Figaro Économie. Et vous serez avec nous tout au long de cette journée sur Figaro Live, puisqu'on vous retrouvera en début d'après-midi entre le ministère de l'économie et Bastille, où doit avoir lieu une manifestation, la marche, en tous les cas, celle qui concerne la fonction publique. On y reviendra justement sur la jonction des images en ce moment de ce qui se passe à Marseille, où il y a la mobilisation depuis ce matin. Alors ce sont des plans serrés, mais apparemment, d'ailleurs je devais vous demander un premier commentaire, il y a du monde. On attend du monde aujourd'hui, Cécile ? Oui, relativement quand même. Il y a 153 cortèges qui sont prévus dans toute la France, donc ça fait un peu plus ça fait plus qu'un par département du côté des fonctionnaires. Donc oui, ils attendent quand même relativement du monde. Ils s'attendent en fait à ce qu'il y ait à peu près le même nombre de personnes que le 10 octobre dernier, où il y avait 209 000 manifestants. C'est pas un raz-de-marée, mais c'était pas non plus un échec. Voilà, on s'attend à quelque chose de correct, on va dire. Je salue David, Aïda, Marina, Jérémy, bonjour. Vous nous donnez vos impressions, vous partagez vos avis avec nous, vous nous posez vos questions et vous répondez à la nôtre. Comprenez-vous la grève des cheminots? Justement, ce matin, Valérie, on entendait Philippe Martinez sur France Info qui avançait le chiffre, en tous les cas, de 20 000 personnes de la CGT sur lesquelles il comptait pour venir manifester et se mobiliser, mais il dénonçait le comportement de la direction de la SNCF qui, disait-il, a supprimé des trains empêchant des syndicalistes de venir. C'est vrai ? Effectivement, c'est ce qu'ont reproché un certain nombre de syndicats à la SNCF. En fait, ils ont déclaré que la SNCF avait supprimé un nombre excessif de trains par rapport au nombre de grévistes pour handicaper les cheminots qui souhaitaient se rendre à Paris
pour se rendre à cette manifestation. Hier, la SNCF a fait un petit point presse, la direction de la SNCF a fait un petit point presse pour dire qu'il n'en était rien et que toute la SNCF était mobilisée pour faire partir un maximum de trains. C'est un petit peu difficile de savoir, de démêler le vrai du faux. A priori, on sait en tout cas qu'il y a une très forte mobilisation, que cette mobilisation a surpris la direction parce qu'il n'y a pas que la CGT en fait, qui sera présente dans ce cortège. Il y a aussi Sud et il y a aussi certaines sections syndicales, d'autres syndicats, de la CFDT et de l'UNSA. Jean-Luc Simon-Poli, aux internautes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut donner une raison, j'allais dire, valable pour cette grève, notamment celle des cheminots? Des raisons valables, il y en a, hein, au moins au dire des cheminots hein, eux-mêmes. Je crois que tout d'abord, il y a une espèce d'incompréhension devant la vitesse, en tout cas, ou la violence, comment dirais-je, à leurs yeux, en tout cas, de la manière dont les annonces ont été faites. Et ce recours aux ordonnances qui a été compris comme étant un peu un passage en force sur la réforme. Il y a déjà eu des annonces et des volontés de réforme de la SNCF ces dernières années. On se rappelle d'ailleurs l'année dernière. C'est compliqué d'habitude. Oui, c'est compliqué. Les internautes, on va l'entendre, ont quand même le sentiment qu'à chaque fois, il y a une mobilisation pour prendre en otage le pays, et les usagers en tous les cas, pour ne pas changer, faire évoluer un statut. Oui, alors, ce n'est pas simplement la question du statut, parce que la question du statut, au moins pour ceux qui sont aujourd'hui en activité, elle ne va pas bouger, puisqu'ils vont conserver leur statut. La question du statut, c'est pour les nouveaux entrants, en fait, qui est posée. Mais pour ceux qui sont en activité aujourd'hui, je pense qu'il y a derrière la question du statut, il y a un malaise plus profond. Parce que, bon, c'est vrai qu'on va toucher à pas grand-chose de leur statut actuel. Hein. Mais il y a un malaise plus profond qui touche un peu à la nature de l'activité, au fait que, voilà, c'est une entreprise qui a sous-investi pendant des années, en tout cas qui est confrontée à des vrais enjeux d'investissement. Et puis la question du devenir du ferroviaire avec l'ouverture à la concurrence. Enfin, voilà des questions qui sont posées et sur lesquelles les cheminots ont le sentiment que voilà, il n'y a pas de vrai débat. En tout cas, ils sont pas suffisamment entendus. Alors on va y revenir dans la deuxième partie justement de cette émission. Annick nous demande comment est-ce possible qu'en 2018 en France on soit encore capable d'accepter une telle mobilisation. Ça repose justement une question qui est celle du dialogue social actuellement. Oui, enfin, comment on peut accepter juste le droit de grève, c'est un droit démocratique. Hein, donc, oui, la question de l'acceptation ne se pose pas. Il faut quand même le dire. Les internautes disent que l'abus de grève doit être sanctionné. Non, ouais, mais enfin bon, c'est quand même un droit démocratique. Hein. Voilà, donc ceci posé, ça pose la question du dialogue social. Oui, là, le gouvernement a. Emmanuel Macron, il a une conception différente du dialogue social que François Hollande. Il l'a dit clairement, pour lui, c'est la démocratie politique qui prime. Donc les grandes orientations politiques, elles sont prises par le gouvernement et la majorité. Voilà, c'est sa ligne et il la suit. Hein. Tout à fait. C'est l'idée que finalement les corps intermédiaires n'ont pas vraiment. Ils s'occupent de l'intérêt particulier de leur mandant, mais ils n'ont pas vocation à défendre l'intérêt général. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, il y a une volonté de considérer que le politique donne le ton, hein, et ceux qui suivent derrière, ils n'ont qu'à appliquer les décisions du politique. Et c'est vrai que c'est une conception un peu nouvelle de ce point de vue-là, hein, de la place des partenaires sociaux dans le paysage social et économique. Et voilà, il a affirmé les choses avant les élections. On ne peut pas lui reprocher de ce point de vue-là d'avoir fait différemment. Hein. Il y a peut-être une différence, il y a quelque chose quand même qui a un peu évolué peut-être par rapport aux ordonnances sur la loi travail, où il y avait peut-être davantage de dialogue social, il y avait FO qui n'avait pas appelé à se mobiliser, la CFDT non plus. On a l'impression peut-être aujourd'hui d'un gouvernement plus sûr de lui, qui ne croit pas tellement à une forte mobilisation, et donc dans ce cadre-là peut-être fait moins cet effort de dialogue social, et on va voir que ça interroge les Français notamment. Pourquoi il y a deux manifestations aujourd'hui? Question subsidiaire, est-ce que le Front est désuni? Il n'est pas désuni, mais les fonctionnaires, ils ne sont pas ravis de voir arriver les cheminots. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des revendications particulières, hein, d'abord sur le pouvoir d'achat, sur le point d'indice, etc., le jour de carence, qui sont les revendications qu'il y avait en octobre. Et ensuite, ils ont des revendications qui sont liées aux inquiétudes liées à la réforme annoncée de la fonction publique, avec la prime au mérite, avec la prime de départ, une rémunération davantage axée sur le mérite et des suppressions de postes. Donc ils ont quand même deux gros blocs de revendications. Ils avaient prévu depuis longtemps cette journée, et là-dessus se sont greffés les cheminots, et ça les ravit pas tellement.
en fait. Donc, ils ont organisé, par exemple, 2 conférences de presse avant ces manifestations, ce qui est très, très rare. Uniquement voilà, pour faire passer leur message, voilà. C'est vrai que la CGT en fait, a misé sur le fait qu'il fallait faire converger les luttes, ça c'est l'expression consacrée, faire converger les luttes, c'est-à-dire plutôt une divergence des luttes. Celle des fonctionnaires et celle des cheminots. Le problème c'est que effectivement les cheminots vont sûrement être très nombreux aujourd'hui et très mobilisés. Et l'idée c'est qu'effectivement pour les fonctionnaires c'est peut-être embêtant d'avoir ce court-circuitage de l'action d'aujourd'hui qui est prévu de longue date, avec cette revendication maintenant des cheminots. Là-dessus, c'est pas sûr qu'il y ait un vrai alignement de l'ensemble des syndicats et des fédérations. Comment vous interprétez ça, Jean-Luc Simon-Pillon ? Non, mais les analyses sont pertinentes de ce point de vue-là, les vôtres en tout cas. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a la volonté de la part de la CGT d'essayer de fédérer un peu toutes ces luttes qu'on voit qui sont disparates pour le moment. Est-ce qu'il suffit simplement de vouloir le faire pour que ça se fasse ? C'est pas du tout évident. Non, et même là, ce que disait Cécile Crousel, c'est même l'inverse qui est en train de se faire. C'est ça, c'est-à-dire il y a un phénomène qui est qu'on cristallise beaucoup en ce moment sur la SNCF, parce que bon, c'est l'actualité, et puis les transports, ça touche tout le monde, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il n'est pas, en tout cas, on voit bien que faire converger les luttes, c'est pas simplement en appuyant sur un bouton que ça va se faire. Hein. Il faut trouver les moyens qui fassent que les gens arrivent à considérer qu'ils ont des intérêts en commun. Et pour le moment, c'est pas le cas. Question de Hello sur le Figaro.fr. Pourquoi certains fonctionnaires n'ont pas le droit de faire grève alors que d'autres ont ce droit malgré le statut de fonctionnaire ? Oui, alors on n'a pas le droit de faire grève, je crois que c'est les militaires et les gendarmes, etc. Oui. Ça, c'est parce qu'en fait, ils ont un statut qui est, je pense, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, eux, ils n'ont pas le statut de la fonction publique classique, ils ont un autre statut qui est le statut militaire. C'est apparenté, mais c'est un autre statut, en fait. Donc, Bob 13 nous demande, le droit de grève est-il le même pour tout le monde ? Non. Oui. Non. Et donc la différence, c'est justement pour ceux pour les militaires. Les militaires, eux, ils n'avaient effectivement pas de droit de grève. En plus, c'est une possibilité de dialogue social très limitée. Alors, il y a eu quelques aménagements sous François Hollande, oui, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment à part. Qui peuvent se constituer, voilà, mais sinon, c'était les états-majors qui étaient sont vraiment à part. Chargés de porter la condition militaire. Oui, mais parce que c'est l'armée, c'est le maintien de l'ordre, etc. Effectivement. Voilà. Et ils échappent d'ailleurs, l'armée échappe d'ailleurs à la règle des 35 heures. On va revenir sur justement la mobilisation à la SNCF. Alors rassurez-vous, on ne prend pas parti soit pour une manifestation, soit pour une autre. Là, on s'intéresse à la SNCF. Et cet après-midi, vous aurez également Cécile Crousel et Thibault Issoré qui seront dans la mobilisation des fonctionnaires qui partira de Bercy et qui ira jusqu'à Bastille. Ouais. Et la manifestation des cheminots elle-même ira jusqu'à Bastille, mais partira de la gare de l'Est. Il y a un enjeu syndical dans cette mobilisation, c'est les élections professionnelles. Oui, elles vont avoir lieu au mois de novembre prochain. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, et avec ces prochaines grèves qui vont démarrer, ces fameuses grèves en pointillés qui vont démarrer le 3 avril, on a clairement un enjeu fort qui est quel est le syndicat finalement qui va tirer son épingle du jeu. Quelles sont les forces en présence, pardon ? Alors, on a 4 syndicats représentatifs à la SNCF. Le premier d'entre eux, c'est la CGT, qui reste le premier syndicat dans cette entreprise. Ensuite, on a l'UNSA ferroviaire qui, elle, a tendance à monter en puissance au fil des élections. Ensuite, on a Sud. Et quelle est sa revendication, l'UNSA, son idée, c'est de revenir sur la réforme du statut pour les nouveaux embauchés à la SNCF. Même si l'ouverture à la concurrence n'est pas un problème en soi, on pourrait trouver des aménagements, l'UNSA n'est pas totalement opposée à ça. Donc Sud, 3e syndicat, donc très puissant en Île-de-France. Et puis ensuite, on a la CFDT qui fait partie des réformistes, on va dire le pôle réformiste avec l'UNSA. Malgré les difficultés imposées aux usagers, nous dit Eliade, est-il anormal que les cheminots tentent de défendre le côté pénible de leur rythme de vie ? Justement, on va revenir sur cette question, sur le statut, sur
les réalités du travail des cheminots. Aurélien Prudhomme, je vais revenir vers vous pour que justement on sache comment se positionne l'opinion publique par rapport à ces questions-là. Mais avant de vous poser la question, je voudrais qu'on écoute la voix des internautes du Figaro qu'on entend déjà en direct, mais qui se sont déjà exprimés à travers les articles qu'on peut lire sur le Figaro.fr, que je vous encourage à lire, notamment ceux de Valérie Collet et de Cécile Crouzel. Et on a relevé un certain nombre de commentaires. Juliette Saint-Jean les a scrutés, on les écoute. Alors il y a beaucoup d'exaspération du côté des internautes. Pour Georges, ce sont toujours les mêmes qui font grève et cela dure depuis des années. C'est exaspérant, j'espère que le gouvernement ne pliera pas. Pat, lui, constate que le TGV est devenu trop cher, les trains arrivent de plus en plus souvent en retard, les cheminots vont saboter leurs privilèges avec cette grève et les utilisateurs à se passer de la SNCF. Clémentine, elle, se demande si les grèves à répétition auront un coût sur les futurs billets. Et si c'est le cas, après 3 mois de blocage plus augmentation des billets, eh bien c'est encore les usagers qui vont trinquer. J'en trouve cette grève égoïste. On voit de plus en plus clairement que les cheminots et les syndicats de la SNCF se fichent pas mal des Français. Pour eux, seul compte la défense de leurs privilèges, injustifiés et coûteux, et largement payés par nos impôts. Vivement l'arrivée de la concurrence sur les grandes lignes. Et beaucoup se demandent pourquoi les grévistes utilisent toujours le même mode de blocage. Pour Johan, ce serait tellement plus simple si les syndicats organisaient des journées gratuites pour les usagers comme sur les autoroutes quand ils lèvent les barrières. Et Romuald ajoute, il est clair qu'il y aurait vraiment d'autres moyens pour la SNCF que de toujours prendre en otage les usagers. Et comme pas mal d'internautes, il assure que dorénavant, il boycottera le train dès qu'il pourra. Valérie Collet, c'est justifié ces critiques sur vous? On entend toujours un peu les mêmes critiques lorsqu'il y a des mouvements de grève comme celui-ci. C'est évidemment un moyen de faire pression sur la direction de la SNCF, surtout sur le gouvernement, puisque c'est vrai que si cette grève passait inaperçue, on ne voit pas très bien quel serait l'intérêt de la mener. Donc, sur la journée gratuite, c'est également Xavier Bertrand ce matin qui préconise justement de... D'accord, c'est créatif, c'est créatif. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout du compte, il y a toujours quelqu'un, comme dirait Benjamin Griveaux, qui paye la facture. C'est vrai que s'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de... Voilà, de toute façon, les trains vont fonctionner. C'est ce que disent les opposants à l'idée d'Anne Hidalgo, d'ailleurs, d'imposer la gratuité sur les transports. Oui, il y a beaucoup d'opérateurs qui trouvent que c'est une très mauvaise idée parce que l'idée que le service est gratuit, c'est pas forcément une idée, comment dire, qu'on peut... Très économique. Oui, et puis en plus qu'on peut généraliser parce que de toute façon, il faut les payer, ces opérateurs il faut payer les salaires, il faut... Voilà. Bon, et donc justifier, je pense pas qu'on puisse dire que c'est justifié. Enfin, en tout cas, les difficultés qui sont rencontrées par les usagers, effectivement, vont être très longues parce que si on a 3 mois de grève, ça veut dire 3 mois de difficultés pour tout le monde pour se rendre à son travail. C'est ce que dit, je vous coupe, pardon, Bob 13, qui est donc internaute régulier qu'on salue, des décrypteurs. Peut-on demander réparation financière si la grève a engendré des pertes dans l'entreprise? C'est l'une d'ailleurs, c'est toujours l'une des polémiques qui revient, même après les grèves de 95. Mais c'est vrai qu'on a une évaluation des coûts de la grève, en tout cas à la SNCF. C'est 20 millions d'euros de pertes chaque jour. Donc effectivement, quand on fait l'addition de 36 jours de grève à partir du 3 avril, ça va être un bilan économique extrêmement lourd pour cette entreprise. Ceci dit, la grève ne va peut-être pas durer 3 mois. On va voir comment les choses se déroulent. On va y revenir justement et sur ce que offre le gouvernement comme porte de sortie, notamment les déclarations de la ministre. Arnaud Prudhomme, et là nous dit la durée de la grève dessert en tout cas l'image de la SNCF et des cheminots dans l'opinion. Est-ce que c'est ce que vous avez perçu et est-ce qu'on peut revenir justement sur ce que disent vos sondages par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre ou ce qu'on peut lire justement sur les forums? Déjà, peut-être un rappel, c'est un vrai enjeu, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer avec ces grèves? Est-ce que les Français vont prendre le parti du gouvernement contre les grévistes qui les prennent en otage, entre guillemets, ou est-ce que, au contraire, les Français vont plutôt soutenir les grévistes face au gouvernement? On voit qu'il y a une vraie bataille de l'opinion publique pour convaincre. Là-dessus, on voit une certaine ambivalence dans l'opinion des Français. On a d'un côté un a priori plutôt positif sur les réformes. 52% des Français sont favorables à la réforme de la fonction publique.
59% sont favorables à la réforme de la SNCF. Alors on a ce qu'on est en réalisé train de aussi voir, justement. l'étude auprès de décideurs, c'est-à-dire de cadres d'entreprise. On voit que là, l'adhésion est plus élevée. Donc sur la SNCF, 59%, c'est une majorité de Français qui est favorable à la réforme. C'est aussi une courte majorité. On voit que l'opinion n'est pas complètement cristallisée, donc tout ça peut évoluer à l'avenir. Et une certaine ambivalence aussi, ce que je disais, parce que s'il y a plutôt une adhésion aux réformes, il y a aussi des questions qui se posent sur la méthode. On a à peine 40% des Français qui sont favorables à la méthode des ordonnances pour cette loi. Et on a aussi 51% d'entre eux qui disent qu'en cas de conflit dur et prolongé dans les semaines à venir, le gouvernement devra être amené à dialoguer davantage et peut-être amender un certain nombre de ses Alors justement, on va y revenir, ça, mais dans une deuxième partie sur la négociation. Juste une question, une précision peut-être, Cécile. Paris 2012 nous dit qu'il y a aussi les services hospitaliers qui sont... Il n'y a pas que l'armée, il y a aussi les services hospitaliers qui ont une exposition. Oui, il y a des obligations de maintien d'un minimum de services. Et il y a de toute façon maintenant, depuis, c'était Nicolas Sarkozy qui avait imposé le service minimum. Alors c'est pas vraiment le service minimum, c'est une obligation de déclarer. Être en grève 2 jours avant le jour de la grève. Donc ce qui empêche justement ce qu'on appelait autrefois les grèves sauvages ou les grèves de dernière minute. Oui, enfin, ça n'empêche pas les grèves de dernière minute, mais ça empêche de savoir qui va se mettre en grève du jour au lendemain. Là, il faut déposer un... Alors comment ça ne peut pas empêcher la grève de dernière minute ? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des grèves de dernière minute. Vous savez, vous avez des grèves, il suffit qu'il y ait un danger immédiat, imminent sur un poste de travail. Les gens peuvent se mettre en grève, c'est prévu. Hein. Il y a c'est un droit de retrait Oui, c'est pas du droit de retrait, bien sûr. Ouais. Qui paye les trains affrétés pour les manifestants, nous demande un autre internaute. Je ne crois pas qu'il y ait des trains affrétés pour les manifestants. À mon avis, il y a plutôt des cars qui sont affrétés. Et ça, a priori, je pense que ce sont les centrales syndicales qui payent la facture. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus dans le train de service minimum, en fait. Sauf sur certains types de contrats, comme certains TER, par exemple, où là, on a dans les contrats entre la SNCF et les régions une obligation de service public. Alors, c'est 30% des 33%, je crois, des circulations qui sont obligatoires, mais la SNCF n'a pas d'obligation de respecter cela, et donc elle doit rembourser effectivement ses clients quand c'est dans le cadre d'un contrat de ce type. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisqu'on parlait tout à l'heure du statut des cheminots et qui souvent alimente un certain nombre de commentaires et de mails, et ça fait des années que ça dure. Guimard nous dit ça fait plus de 45 ans qu'on a le même problème, c'est plus possible. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que sur les statuts des cheminots et sur la fameuse prime charbon, on voit notamment des mails passés depuis le début des années 2000, depuis la mobilisation, c'était à l'époque, je crois, contre la réforme des retraites sous le gouvernement Raffarin. Et Guillaume Pépi a pris cette fois-ci la défense des cheminots et a tenu des propos qui, si j'en crois ce que j'avais pu en lire dans le Figaro, pouvaient être tenus par des responsables syndicaux. On l'écoute. En ce moment, on est vraiment dans une période de SNCF bashing et de cheminot bashing. Et quand j'entends les cheminots sont des fainéants, non, il n'y a pas de prime de charbon, non, il n'y a pas 28 jours de RTT. En revanche, oui, il y a de l'engagement, il y a de la compétence. Alors, il y a de l'engagement, il y a de la compétence, ça c'est une chose. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas de prime? Est-ce qu'il n'y a pas de privilège? Est-ce que tout ça est une légende urbaine? C'est-à-dire que la prime charbon, c'est une légende urbaine. Il y a eu aussi... Elle a eu lieu? Il y avait eu par le passé une prime charbon? Oui, elle a eu lieu, bien sûr, mais c'est vrai qu'elle n'est plus d'actualité. À l'époque du charbon, maintenant, il n'y a plus de charbon. Elle a été supprimée? Oui, elle a été supprimée. On sait quand, non? Non, je peux vous dire, mais je crois que ça date. Mais bon, comme toujours, on a un certain nombre de légendes qui sont perpétuées. Et donc les primes, il en existe parce qu'en fait, il y a des travails qui sont parfois menés de nuit, parfois en 3-8, parfois donc avec des contraintes fortes. Et à chaque fois, effectivement, qu'il y a une contrainte, il y a des primes. Voilà. Donc c'est un fait. Sur les retraites, quand même, il y a... Sur les retraites, il y a un système de retraite qui est plus avantageux que dans le plus avantageux au sens où les cheminots peuvent partir plus tôt que la plupart des Français, mais généralement, s'ils partent très tôt, eh bien, ils ont une décote. Et
progressivement, la décote en fait, va augmenter parce qu'il y a un nombre d'annuités qu'il faudra respecter qui va être bientôt le même pour un Français lambda et un cheminot. Mais ceci dit, on a un système de retraite spécifique, on a un système de sécurité sociale spécifique, un système de soins propres à la SNCF pour ces agents au statut. Bon, il y a effectivement un certain nombre d'avantages qui sont anciens et qui datent, on a écrit des petits papiers là-dessus les uns les autres, qui datent du début du XXe siècle, à l'époque où c'était même pas d'ailleurs une entreprise publique, enfin si c'était une entreprise publique mais qui était obligé, système de concession. qui était obligé en fait d'apporter un certain nombre d'avantages pour recruter des cheminots à l'époque où c'était assez compliqué. Eh bien, vous retrouvez également tous ces papiers à relire sur lefigaro.fr. Quand vous entendez Guillaume Pépi parler comme il l'a fait, c'est de la démagogie ou ça va dans le bon sens pour les relations sociales dans une entreprise comme la SNCF, Jean-Dominique Simon? Ça va plutôt dans le bon sens. Je crois qu'il reconnaît le fait que les cheminots ont des contraintes qui sont liées au fait que c'est un service public et que les trains roulent jour et nuit, le dimanche, le week-end, etc. Et donc, ils ont un certain nombre d'avantages qui tiennent compte de cette réalité-là. Alors après, est-ce que c'est le statut qui crée la situation qu'on connaît en matière d'investissement, enfin de sous-investissement de la SNCF et ce que les internautes vous disent, à savoir que les trains ne partent pas à l'heure et, voilà, et parfois même ils sont annulés au dernier moment? Bon, ça, ce n'est pas le statut qui est responsable de cela. Mais c'est une anomalie, en tout cas, qui est soulignée. C'est-à-dire qu'on ne signale des trains en retard qu'après un certain temps de retard. Si vous avez votre train qui a 5 minutes de retard, il n'est pas forcément signalé en retard. Oui, non, mais je crois que pas le cas au Japon. Ben oui, mais tout le monde vit en région parisienne. Si vous prenez le train, vous voyez bien que les trains ne sont pas non plus d'une... Comment dirais-je, ils sont assez vieux, assez souvent. En tout cas, si vous allez un peu plus loin, ils ne partent pas à l'heure et il y a des problèmes un peu récurrents sur des lignes qui sont des lignes très fréquentées. Donc il y a un vrai problème d'investissement. Mais là, les gouvernements successifs, on porte une responsabilité aussi. On a demandé à la SNCF de privilégier le TGV, ce qu'elle a fait d'ailleurs, mais ça s'est fait au détriment du reste. Alors est-ce que c'est le statut qui est responsable de ça? Je n'ai pas le sentiment, moi, que qui que ce soit dise que c'est à cause du statut qu'on a des retards ou des difficultés. Tout à fait. Après, le statut, c'est vrai que c'est l'élément qui cristallise parce que c'est ce qu'on met en avant pour justifier le fait que voilà, les cheminots ont des avantages. Mais d'ailleurs, dans d'autres professions, on a des avantages. Alors peut-être qu'il faudrait revoir un certain nombre de dispositions qui ont été arrêtées. Et je pense même que les cheminots ne sont pas complètement fermés à toute discussion sur le sujet, d'ailleurs. Cécile, sur la prise de position de Guillaume Pépi par rapport au statut des cheminots, pour vous, c'est de la posture ou c'est... il est quand même responsable de cette entreprise, donc il ne peut pas laisser effectivement le cheminot bashing, enfin le dénigrement des cheminots se développer. Ça, c'est normal, il doit discuter avec ses syndicats. C'est une position assez logique. Après, effectivement, ce statut, il a pour défaut, je pense, d'être assez rigide. Et je pense que ce qui est le plus problématique, en tout cas, c'est pas tant le statut que c'est le régime spécial de retraite. C'est ça qui est peut-être le plus choquant et le plus coûteux. Ça coûte 3,5 milliards par an à l'État, quand même. Aurélien, justement, c'est ce qu'on perçoit dans l'enquête que vous avez fait. Sur le problème, justement, sur le statut spécial des retraites et par rapport au statut. Alors, sur la question du statut, en règle générale, les Français vont plutôt souhaiter un alignement de toutes les conditions d'accès à la retraite, de conditions de travail. Sur toutes ces questions-là, ils souhaitent donc une retraite qui soit la même pour la fonction publique, pour la SNCF, pour les salariés du privé. Là-dessus, c'est assez clair. Après, ça pose des questions que l'opinion publique n'a pas forcément conscience. C'est la SNCF a du mal à recruter. Si on supprime des avantages, il faudra peut-être augmenter les salaires et ça pose des questions aussi pour les finances publiques. Peut-être revenir sur Guillaume Pépi, il a toujours assez bien su être sur les deux jambes, qui est à la fois le dialogue social et réformer l'entreprise, qui a été quand même déjà beaucoup réformée ces 10 dernières années, même si on ne le voit pas forcément toujours au quotidien. Et il est très utile aussi à la tête de cette entreprise pour justement être sur ses deux jambes et pas être uniquement dans la confrontation avec les syndicats. On sait que le gouvernement a renouvelé sa confiance aux dirigeants il n'y a pas si longtemps, en dépit des problèmes qu'il y a pu avoir. Donc c'est aussi utile. Valérie, une question qui nous est posée sur Internet. Est-ce normal que les parents d'un cheminot peuvent payer gratuitement 4 fois par an aux frais du contribuable? Alors, ça, c'est aussi un héritage du passé, en fait, cette histoire de
de parents, grands-parents qui bénéficient de voyages gratuits plusieurs fois dans l'année. En fait, c'est parce que d'ailleurs, c'est toujours... Donc ça dure encore. Ça dure encore, absolument. Ça avait été pas simplement les parents de pointé cheminots, par d'ailleurs, la c'est Cour pas des le salarié de la comptes. SNCF. La Cour des comptes qui estimait qu'il y avait trop de gens en fait, qui bénéficiaient de ces facilités de circulation, ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est dans le texte. exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à une époque pas si lointaine, et même c'est encore un peu le cas aujourd'hui, on a des cheminots qui sont issus d'une région de France et qui sont amenés à travailler en Île-de-France, par exemple. Donc ces facilités de circulation, elles avaient essentiellement pour but de rapprocher les familles plusieurs fois par an. Et donc ces facilités de circulation, l'idée, c'est on rassemble tout le monde à certaines occasions familiales. Et tout récemment, donc, Guillaume Pépi a dit que, et le gouvernement aussi a dit que Édouard Philippe a annoncé qu'on ne toucherait pas à ces facilités de circulation et pas non plus à leur périmètre. C'est-à-dire que donc on aura toujours les enfants, les parents, les grands-parents, les beaux-parents qui pourront en profiter plusieurs fois par an. Un autre point, justement, je voulais savoir s'il y a un impact sur l'opinion avant de regarder un petit peu plus avant la réforme, où est-ce qu'on en est. Ce mail qui a été révélé hier d'un responsable de la CGT, on a... sous les yeux. Ah ben vous l'avez sous les yeux, vous allez nous en parler. Il est très long, il dit, alors il y a une citation qui a été faite donc, par Guillaume Pépi hier, si jamais nous voyons que 2 jours de grève ne suffisent pas à désorganiser la production, alors nous pourrions toujours durcir le ton. Et vous dites qu'il y a d'autres choses dedans ? Ah, il est très très long ce mail. Ah oui, là, effectivement, c'est tout le mail, ça. Oui, le mail, c'est tout ça. Donc, vous voyez, c'est Substantiel. Voilà, c'est substantiel. C'est un mail en fait qui justifie la méthode choisie de grève à partir du 3 avril, où on aura donc effectivement 2 jours de grève, 3 jours de travail, 2 jours de grève, 3 jours de travail. Alors, on va regarder d'ailleurs justement le calendrier, ce qu'on appelle une grève perlée. Oui, alors nous, on a plutôt parlé de grève en pointillé, parce qu'une grève perlée, c'est une grève aléatoire. Voilà, là, c'est très cadencé, comme un train un petit peu. Et donc, ce type de grève, et d'ailleurs, c'est absolument justifié dans ce mail de ce cheminot. Là, cette technique est complètement nouvelle, et c'est une technique qui va effectivement désorganiser complètement la SNCF, parce qu'après 2 jours de grève, en fait, il faut replacer les trains à leur point de départ, les cheminots aussi, savoir sur qui on peut compter. Les trains, généralement, ne sont pas à la place où ils devraient être. Donc, ça veut dire que ça fait finalement 2 jours de grève, 1 jour de désorganisation, 2 jours de travail, on essaye effectivement de s'y remettre, mais on prépare déjà la grève suivante. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va être tout le temps dans un climat de perturbation et de grève, alors que les cheminots, finalement, n'auront que 2 jours de salaire prélevés, enfin ceux qui seront grévistes, alors que finalement, la perturbation sera assez totale et massive. Donc ce mail existe il est là. bien. On sait qui l'a écrit ? Oui, on le sait. C'est un membre de la CGT à Paris-Lyon. C'est quelqu'un, je crois, qui s'occupe des opérations à Paris-Lyon, mais bon, l'idée, c'est pas de forcément... C'est quoi ? Oui, ça, on ne va pas donner les sources, non. On respecte la confidentialité des sources, mais c'est au niveau, en termes de responsabilité, d'un chef de section, en fait. Oui, on peut dire ça. Et donc, c'est vrai que ce qui a fait tiquer beaucoup Guillaume Pépi et un certain nombre de Français qui ont entendu parler de ce courriel, c'est cette citation qui dit que la désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés, mais je ne vous en dis pas plus sur ce mail. Je pense que vous avez compris où l'on veut en venir. Voilà. C'est ça qui ça a rendu Guillaume Pépi complètement fou, si je peux me permettre. C'est une façon nouvelle. Quand vous étiez à la Fédération de la CGT des banques et assurances, vous auriez fait ça ? Non, mais il faut comprendre aussi ce qu'est la SNCF dans le paysage social français et puis ce qu'elle représente. Enfin, la SNCF, pour tous ceux qui s'intéressent à la question sociale, la SNCF, c'est ceux qui ont lutté à l'après-guerre contre l'occupation allemande. Elle a une image. Et les cheminots ont une image qui fait qu'aujourd'hui, même au sein de la CGT d'ailleurs... 70 ans. Non, mais même au sein de la CGT, elle a une place particulière, cette fédération. Oui. Pour ces raisons-là. Certains ont laissé leur vie pour
pour combattre l'occupation allemande. Bernard Thibault était le représentant de la CGT alors que c'était voilà. l'ancien cheminot. Voilà. cheminot, Et donc, non, Pas mais très je fort, précise parce que cette image-là, enfin, il faut considérer qu'ils ont le sentiment d'être véritablement agressés. Et donc, on a des réactions de cette nature. Est-ce que justement, quel impact ça peut avoir sur l'opinion, ça sur le Figaro.fr, Gigine qui nous dit, comme d'habitude, les grèves sont là pour causer des soucis aux Français et pas au gouvernement qui décide de tout. Alors, on est dans un rapport de force et c'est vrai que ça peut jouer contre les syndicats, dans ce cas, pour l'opinion. Il y aura aussi la réaction du gouvernement, comment le gouvernement va réagir. Je dis qu'on est dans un rapport de force au sens où les Français vont aussi compter les points, vont voir qui dit quoi et quel sera le discours le plus musclé et comment ils se positionneront par rapport à ça. Sans doute sur la suite de ces mobilisations, ce qui sera très important, c'est sur quel débat on se place. Si on se place sur la question des statuts, on le voit, les Français sont plutôt favorables à une évolution des statuts, à aligner les régimes de retraite, etc. Si on se place sur la question des services publics, on peut voir que là, l'opinion peut basculer dans un tout autre bord. On a dans notre étude 75% des Français qui sont opposés à la fermeture des petites lignes, notamment celles qui ne sont pas rentables. Alors, ce n'est pas aujourd'hui dans le projet de loi, mais on sait que c'est dans le rapport Spinetta et on sait que c'est prévu peut-être sur un moyen terme. Donc, on sait que les Français sont aujourd'hui assez remontés peut-être contre certains privilèges, entre guillemets, parfois contre les avantages des fonctionnaires. Ils sont aussi très attachés à leurs services publics. Donc voilà, est-ce qu'on va parler du statut des fonctionnaires? Est-ce qu'on va parler des services publics? Et on voit qu'en fonction du débat, les Français pourront se positionner très différemment. Nicolas, je vous interromps dans un tout autre ordre d'idée. Nicolas Sarkozy sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. C'est une information qui vient de tomber. Et vous pourrez trouver, bien sûr, sur le Figaro.fr ce qu'a dit Nicolas Sarkozy au juge au cours de sa garde à vue. C'est un document exceptionnel et exclusif à retrouver sur le Figaro.fr. Vous avez anticipé justement sur cette dernière partie de notre émission jusqu'où peut aller la réforme. Je voudrais qu'on écoute Édouard Philippe qui s'est exprimé dessus. C'était le 26 février dernier. C'était à Matignon. On écoute le Premier ministre. Le nouveau pacte ferroviaire, c'est finalement être prêt à relever le défi de la concurrence en France. La concurrence, ça veut dire de nouveaux acteurs, de nouvelles idées, de nouveaux moyens et de nouveaux services. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. Les ordonnances travail ont prouvé que cette méthode ne confisquait aucunement le débat. Cécile, est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur ce que veut faire le gouvernement dans cette... En matière ferroviaire ou en matière ferroviaire. finances publiques Les deux. Alors, en matière sur les services publics, ce qui est plutôt mon domaine, il y a les grandes lignes. On sait qu'il y aura des abandons de missions qui passeront au privé, où il y aura surtout des redistributions entre ce qui est fait par l'État et ce qui est fait par les collectivités locales. Et va essayer de clarifier ce maquis. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Voilà, on sait les grandes lignes, mais les décisions vont être annoncées en avril, en fait, là-dessus plus précisément. En matière ferroviaire, le grand tabou qui est levé quand même, c'est l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, elle est même certaine, puisqu'elle a été votée. Et donc, elle existait déjà dans le fret. Hein. Oui, elle existait dans le fret, mais évidemment, le fret est dans une situation assez compliquée, a tendance à se rétrécir, ça ne va pas très bien, c'est une activité qui est en mauvaise santé. L'activité passager, c'est quand même l'activité majeure du groupe SNCF. Et cette ouverture à la concurrence, de toute façon, elle va se faire. Et maintenant, ce pacte ferroviaire est censé cadrer finalement la manière dont les choses vont se faire, comment la SNCF va se positionner par rapport à ses futurs concurrents et comment est-ce qu'elle va essayer de rester compétitive alors qu'on aura des offres de concurrents qui se feront avec une autre base de coûts, une base de coûts qui sera probablement inférieure à celle de la SNCF. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est le pacte ferroviaire, c'est effectivement prévoir la manière dont cette ouverture à la concurrence va se faire, la décider dans le temps, organiser la SNCF par rapport à ses futurs concurrents. Bon, il y a aussi la question de la dette et il y a aussi la question des investissements à faire sur le réseau pour l'entretenir parce que ce réseau, il est en pas très bon état et il est effectivement nécessaire de dépenser des milliards d'euros dans les années qui viennent pour qu'il reste à un bon niveau. Aurélien, le sondage que vous avez fait montre que les Français sont plutôt favorables à la réforme.
Par contre, pas du tout à la méthode, ce que vous disiez au début. Les ordonnances, c'est quand même assez décrié. Pourquoi ? Il y a sans doute plusieurs raisons. On sait qu'au moment de la loi travail, les ordonnances n'étaient pas forcément trop décriées. Les Français avaient plutôt bien compris l'idée d'aller vite pour le gouvernement. Il y avait toutefois, sans doute, à cette époque-là, en septembre, une certaine légitimité démocratique. Oui, d'ailleurs, c'est plus fort chez les décideurs. C'est dénoncé plus fort chez les décideurs que dans l'ensemble du public. Oui, on n'a pas tellement de clivage là en fonction des catégories de Français. Alors la raison, il y a la question de la légitimité démocratique. Il y a quelques mois, on sortait des élections. Certaines réformes notamment la réforme de la fonction publique, avaient été annoncées au moment des élections. Ce n'est pas le cas pour la réforme de la SNCF, donc il y a une moindre légitimité démocratique. Et il peut y avoir le sentiment qu'il n'y a pas eu le dialogue social qu'il y a pu avoir sur d'autres réformes. Donc dans ce cadre-là, les ordonnances peuvent poser question. Ce qui va être un peu déterminant aussi, c'est la façon dont le gouvernement va se positionner sur des sujets qui sont des sujets sensibles. On parlait de la concurrence. Demain, la question qui va être posée, c'est par exemple celle de la convention collective de branche. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un statut de branche qui couvre l'ensemble des cheminots, qu'ils soient SNCF ou d'autres compagnies? Et donc, c'est un sujet qui avait déjà été évoqué dans la loi travail, au moment de la loi travail, puisque c'est ce que voulait faire déjà le gouvernement de l'époque. C'est une question qui va revenir sur le devant de la scène à un moment donné. Et à mon avis, c'est peut-être autour de ça que les équilibres vont s'ajuster. Alors, je voudrais juste qu'on écoute justement pour savoir jusqu'où peut aller la discussion dans ce contexte d'ordonnance. Niconux nous dit que le gouvernement utilise les ordonnances, bien plus respectueux. C'est bien plus respectueux du dialogue que le 49.3 dont ont abusé les gouvernements précédents. Je voudrais qu'on écoute justement Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui exprimait le 16 mars dernier chez nos confrères de CNews sa volonté de respecter le dialogue et de négocier encore le contenu du texte. On l'écoute. Ce que je dis, c'est que notre responsabilité, c'est de négocier. Le contenu de la réforme n'est pas arrêté. Et je voudrais être très clair et lever un malentendu. Le texte, le projet de loi que j'ai présenté en Conseil des ministres, ce sont des têtes de chapitre. Le contenu de la loi, il est à écrire ensemble dans la négociation, dans la concertation. Jusqu'où peut aller cette négociation? C'est de la posture ou bien le texte est déjà écrit comme on a pu le lire, selon vous, Jean-Luc? Non. Je crois qu'il y a ce qu'a dit la ministre est une réalité. C'est qu'ils ont bien conscience du rapport de force qui existe, de la fragilité aussi de la position du gouvernement face aux éventuelles évolutions de l'opinion des Français et du mouvement lui-même. Et donc il y a vraiment des marges de négociation. Donc la question, ça va être autour de quoi va se nouer la négociation. Tous les syndicats aujourd'hui appellent à être présents dans la rue, mais enfin on voit bien que là aussi il y a des différences d'appréciation entre les organisations syndicales, entre celles qui veulent surtout toucher à rien, et puis celles qui sont ouvertes à des discussions. Et donc je crois que la question de la convention collective de branche, c'est une question qui va venir à un moment donné dans le débat. Qu'est-ce qui reste encore vraiment à décider, à négocier Alors le problème qui se pose là aujourd'hui, dans la réforme de la SNCF, c'est qu'effectivement on a annoncé, le gouvernement a annoncé qu'il y avait effectivement des négociations qui étaient lancées à partir d'aujourd'hui sur la naissance d'une convention collective de branche. Et la SNCF a annoncé que par ailleurs, il y avait aussi des accords d'entreprise qui allaient être négociés pour compenser l'abandon du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Donc de créer une espèce de pacte du contractuel, de cadre pour les contractuels qui seraient embauchés. Le problème, c'est que les syndicats ont dit qu'ils ne voulaient pas participer à ces négociations, à la fois pour la convention de branche et pour les accords d'entreprise, parce qu'ils sont opposés à un certain nombre de principes. Le principe de l'abandon du statut pour les nouveaux entrants. Je pense que c'est vraiment ça qui bloque. Alors après, est-ce qu'on peut trouver une petite marge de négociation là-dessus? C'est pas du tout sûr, parce que en fait, sur ce statut, on a l'impression que le gouvernement n'a pas du tout l'intention de plier. Donc ça va être assez compliqué de justement se mettre dans cette posture de dialogue et de négociation de branches et d'entreprises, alors qu'on est sur un vrai blocage aujourd'hui. On est sur quelque chose, je le lis comme ça, d'assez symbolique dans le sens premier du terme. C'est un symbole. Et c'est vrai qu'objectivement, négocier une convention collective de branche et un accord d'entreprise, ils peuvent être
aussi avantageux que ne le serait le statut. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'entreprises françaises où les gens ont des très bonnes conventions collectives. Ce n'est pas du tout incompatible. On peut être en CDI et avoir une très bonne convention collective. Mais il y a ce problème du symbole du statut, je pense, qui bloque en fait. Les négociations, je pense qu'elles vont sans doute être très importantes dans les semaines à venir, mais on voit bien que tant que le rapport de force n'est pas positionné en fonction du nombre de manifestants qu'il y aura dans les semaines à venir, en fonction de l'importance de la mobilisation, en fonction de l'opinion publique aussi, on peut imaginer qu'il n'y aura pas tout de suite un accord. D'une part parce que le gouvernement ne voudra pas montrer qu'il cède tout de suite sur sa réforme, et d'autre part que les syndicats ne vont sans doute pas vouloir montrer également qu'ils cèdent tout de suite sur la question du statut qui est quand même très importante. Donc la négociation, je pense qu'elle va être assez importante, mais aujourd'hui on est plutôt dans un jeu de rôle où chacun essaye de montrer que oui, il est prêt à négocier, sans pour autant lâcher sur ses revendications. Eh bien, on va suivre ça dans les heures qui viennent, dès 14h, avec vous, Cécile, justement, depuis Bercy jusqu'à la Bastille. Vous allez défiler avec Thibaut Isoré et faire défiler les internautes du Figaro qui pourront poser leurs questions et donner leurs commentaires. Et bien, vous comprendrez, vous verrez toutes les chapelles qui manifestent, les professions qui sont mobilisées. La question Twitter, c'était est-ce que vous comprenez la grève des cheminots? Les derniers chiffres montraient que vous étiez assez partagé sur la question. Vous êtes 59% à répondre non. Vous continuez à voter, à nous donner vos commentaires. On revient donc tout à l'heure à 14h, et dans un instant, Yves Tréhard reçoit Jean-Baptiste Djebari, qui est le député La République En Marche de Haute-Vienne, qui est rapporteur justement de la loi d'habilitation sur la SNCF. On y revient ce soir également dans Point de vue avec Marie-Amélie Lombard. Le dossier sur les grèves, la mobilisation, c'est à suivre tout au long de la journée ici sur lefigaro.fr, où vous voyez il y a un live texte, c'est-à-dire la journée qui est suivie minute par minute en direct, et c'est à retrouver bien sûr ici dans l'édition papier, dans le Figaro en kiosque et sur le figaro.fr. Et puis je vous rappelle la dernière minute, Nicolas Sarkozy sera l'invité de 20h, du 20h de TF1 ce soir, et vous retrouvez bien sûr ce qu'il a dit au cours de sa garde à vue. C'est un document exclusif à retrouver en une du Figaro.fr.